L'immobilier, c'est Janus. Avec une face tournée vers le bas, c'est la construction neuve. Avec un recul très prononcé des mises en chantier et, ce qui est de très mauvais augure pour la suite, un recul encore plus fort des autorisations. Et de l'autre, une face tournée vers le haut. C'est le marché de l'ancien, avec des ventes voisinant les 985 000. C'est un record historique. Ces évolutions à front renversé sont un paradoxe. Pourquoi ? Parce que lorsque le marché de l'ancien se tend, la demande se déporte sur le neuf et entraîne la hausse des prix sur ce segment. Un signal qui devrait en théorie encourager les promoteurs à construire plus. Alors pourquoi cette chaîne causale est-elle rompue et où ? Derrière la hausse des prix de l'immobilier, il y a d'abord la baisse des taux. Après avoir nettement reflué, les taux longs sont désormais collés à leur plus bas niveau depuis 3 ans, conséquence de la politique ultra-accommodante de la BCE, et ont entraîné dans leur sillage les taux des crédits à l'habitat tombés eux aussi à un niveau exceptionnellement bas. Or, l'immobilier est aussi un actif et son prix se forme et évolue comme celui de tout actif à l'inverse des taux d'intérêt. Autrement dit, quand les taux baissent ou sont très faibles, ce qui est le cas aujourd'hui, la valeur faciale de tous les actifs, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, tend à augmenter. La hausse des prix n'est donc pas ici un indicateur de rareté ou de tension entre l'offre et la demande, mais d'abord le reflet d'une politique active de soutien au prix d'actifs depuis 2008. C'est bien ce que l'on observe. Dans l'ancien, la hausse est de 8,6% depuis le premier trimestre 2016. Dans le neuf, elle est de 9,9%. Alors pourquoi cette perspective haussière ne met-elle pas en mouvement les promoteurs et n'a-t-elle pas plus de retombées sur les mises en chantier ? Toutes les conditions sont pourtant en apparence réunies puisque les perspectives de plus-value future permettent aux promoteurs de recouvrer leurs coûts et de marger. Eh bien, 1. Parce que les prix sont déconnectés de la situation réelle de tension entre l'offre et la demande, qui dépend fondamentalement de la démographie, du revenu et du stock existant de logements déjà construits. Un stock important maintenu à flot par des années de politique intensive de soutien à la construction. En outre, la grande correction post-crise observée dans d'autres pays n'a pas eu lieu en France. 2. Parce que la porosité entre le neuf et l'ancien est plus faible qu'on ne le pense. Il existe un écart structurel fort de prix, les deux versants du marché sont segmentés et l'on ne passe pas de l'un à l'autre si aisément. Aborder l'achat de logements neufs dépend de paramètres bien tangibles concernant le pouvoir d'achat immobilier et les anticipations des ménages sur leurs revenus futurs. Et le pouvoir d'achat et l'optimisme n'y sont pas côté ménage. 3. Parce qu'en matière d'ingénierie de crédit, les professionnels sont arrivés au bout de leur créativité. Enfin, dernier point, le soutien public au neuf et en net reflux, décourageant aujourd'hui l'activité de construction. Bref, les fondamentaux de la construction neuve sont plus que mitigés et les signaux prix sont trompeurs. In fine, produire de la valeur immobilière ne signifie pas mécaniquement que l'on produit physiquement de l'immobilier. Comme dans bien d'autres domaines de l'économie d'ailleurs, la dimension financière est découplée d'économie réelle. Ce n'est pas par exemple parce que la bourse augmente que les entreprises sont créées. Quand la bourse augmente, les sociétés se rachètent entre elles, animant le marché de l'ancien plutôt que d'investir dans de nouvelles capacités. Les créations, elles, demeurent indexées sur la vigueur du pouvoir d'achat et de la demande réelle. C'est précisément ce qui se passe aujourd'hui. L'immobilier de l'ancien en tant qu'actif et producteur de plus-value se porte bien. La construction neuve, elle vit sa vie, indexée sur des paramètres de l'économie réelle et se porte moins bien.